Ihnen allen ein herzliches Willkommen zum Petersberger Klimadialog. Ich freue mich sehr, Sie zum inzwischen 7. Treffen dieses Dialogs begrüßen zu dürfen. Seit dem Jahr 2010 kommen wir in diesem Format zusammen, und die Veranstaltung hat sich während dieser Zeit zu einer Marke entwickelt, die für offenen und konstruktiven Dialog steht. Das wollen wir während der kommenden 2 Tage weiterhin pflegen. 2016 ist das Jahr 1 nach Paris, und wir haben das anspruchsvolle Klimaschutzabkommen, für das wir alle lange und hart gearbeitet haben. Wir können stolz darauf sein, dass die Länder dieser Erde sich über alle Grenzen und Gegensätze hinweg zu einem gemeinsamen Projekt verständigt haben. Und was für ein Projekt! Wir haben uns dazu verpflichtet, unsere Bürger davor zu schützen, dass der Klimawandel völlig außer Kontrolle gerät. Wir haben dem Business as usual eine klare Absage erteilt, weil wir wissen, dass auf diesem Weg ansonsten unendliches Leid und astronomische Kosten auf uns warten würden. Stattdessen haben wir uns entschieden, das Ruder in die Hand zu nehmen und unsere Zukunft bewusst zu gestalten. Wir haben uns nicht weniger als den weltweiten Wandel hin zu einer treibhausgasneutralen Wirtschafts- und Lebensweise vorgenommen. Das Paris-Abkommen und die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung sind unsere Leitlinien und gleichzeitig die Versicherung, dass wir diese Herausforderungen gemeinsam annehmen und uns gegenseitig unterstützen. Und wir sehen bereits, dass die Herausforderung in allen Teilen der Welt angepackt wird. Einige wenige Beispiele. Indien hat mit seinen Zielen für den Ausbau von erneuerbaren Energien neue Maßstäbe gesetzt. China wird seine Ziele wahrscheinlich übererfüllen. Länder wie Äthiopien oder Marokko gehen mit ambitionierten Plänen und Maßnahmen in ihren Regionen voran. Auch aus Ländern mit großen Ölreserven hören wir interessante Pläne. Norwegen überlegt zum Beispiel, bereits bis zum Jahr 2030 treibhausgasneutral zu werden, 20 Jahre früher als bisher geplant. Und selbst in Saudi-Arabien wird über Reformen nachgedacht, um unabhängiger vom Öl zu werden. Die 3 Länder Nordamerikas haben sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2025 die Hälfte ihres Stroms aus nicht fossilen Quellen zu generieren. Außerdem werden die G7-Staaten deutlich vor dem Jahr 2020 ihre Klimaschutzstrategien vorlegen, die bis zur Mitte des Jahrhunderts reichen, einige bereits in diesem Jahr. Wir wissen zwar, dass alle diese Maßnahmen insgesamt noch nicht ausreichen, aber es sind ermutigende Signale. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen versichern, dass auch Deutschland weiterhin ambitioniert für den Klimaschutz eintreten wird, national wie international. Wir werden unserer Verantwortung weiter gerecht und die Entwicklungsländer bei der Umsetzung ihrer nationalen Ziele, den NDCs, und bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützen. Dazu streben wir an, bis zum Jahr 2020 unsere Klimafinanzierung zu verdoppeln. Außerdem möchten wir gemeinsam mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und mit anderen Partnerländern eine NDC-Partnerschaft gründen, mit der wir die Umsetzung der in Paris angekündigten Beiträge unterstützen. Wir werden heute Abend noch mehr darüber hören. Wir glauben auch, dass die Weiterentwicklung und Implementierung der freiwilligen nationalen Minderungsaktivitäten, der sogenannten NAMAs, wichtig ist, um die nationalen Beiträge der NDCs umzusetzen. Die Ausschreibung für eine 4. Runde des NAMA-Programms ist heute veröffentlicht worden. Ich bin überzeugt, dass wieder viele förderfähige Projekte eingereicht werden. Mein Ministerium und die Regierung des Vereinigten Königreichs haben dafür einen Beitrag in Höhe von bis zu 60 Millionen € eingeplant. Aber auch national machen wir unsere Hausaufgaben.
Wir werden noch in diesem Herbst den Klimaschutzplan 2050 beschließen, der darlegt, wie wir 80 bis 95% Treibhausgasreduzierung in Deutschland erreichen wollen. Damit geben wir Orientierung für strategische Maßnahmen in allen Sektoren und sorgen auch für Investitionssicherheit. Es geht natürlich auch um den schrittweisen Ausstieg aus der Kohle, aus Öl und Gas. Wir haben uns vorgenommen, den Strukturwandel so zu gestalten, dass es nicht zu Strukturbrüchen kommt. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass der Klimaschutzplan keineswegs konfliktfrei ist. Wir müssen immer wieder große Überzeugungsarbeit leisten, zum Beispiel im Verkehrssektor und auch in der Landwirtschaft, dass die Ziele und der Zeithorizont eingehalten werden müssen. Nur dann werden wir Erfolg haben. Meine Damen und Herren, wir brauchen weiter den vertraulichen Austausch auf hoher politischer Ebene. Der Grund dafür ist die Aufgabe, die vor uns liegt und die wir zum Motto des diesjährigen Klimadialogs gemacht haben. Making the Paris Agreement a Reality. Diese Aufgabe hat viele verschiedene Facetten, die wir heute Morgen diskutieren. Wir wollen ein schnelles Inkrafttreten ermöglichen, um das Abkommen auch juristisch zum Leben zu erwecken. Making the Paris Agreement a Reality heißt aber auch, wir wollen unter der Klimarahmenkonvention UNFCCC die Regeln und Details festlegen, die für das Funktionieren des Abkommens notwendig sind. Es bedeutet, die Versprechen einzulösen, die wir mit unseren NDCs eingegangen sind. Jetzt ist es an der Zeit, unsere national festgelegten Klimaschutzbeiträge umzusetzen. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen überlegen, wie wir sie verstärken. Dazu haben wir einen Mechanismus im neuen Abkommen, den müssen wir nun in Gang setzen. Meine Damen und Herren, der Klimaschutz ist heute schon ein Wachstumsmotor, der uns Beschäftigung bringt und sie über Jahrzehnte sichern kann. Denken Sie an die vielen neuen Technologien, Produktionsprozesse und Infrastrukturen. In Deutschland haben wir allein im Bereich Umwelt- und Klimaschutz heute schon über 2 Millionen Arbeitsplätze. Wir haben das Wachstum von den Emissionen entkoppelt. Von 1990 bis 2014 sind die Emissionen um 27% gesunken, während die Wirtschaft um 39% gewachsen ist. Diesen Weg wollen und müssen wir konsequent weitergehen. Wir sehen zum Beispiel im Finanzbereich immer mehr Akteure, die ihre Investitionen aus den fossilen Energien abziehen und verstärkt in die Erneuerbaren investieren, darunter namhafte Staatsfonds, Versicherungen und private Stiftungen. Wir wollen hier auch darüber diskutieren, wie wir die richtigen Rahmenbedingungen setzen können, um Investitionssicherheit für klimafreundliche Investitionen zu schaffen. Meine Damen und Herren, in diesen 2 Tagen werden wir uns in verschiedenen Sitzungen mit der Umsetzung des Paris-Abkommens beschäftigen und den Blick zur nächsten COP in Marrakesch richten. Am Ende des Treffens werden der zukünftige COP-Präsident Minister Mezouar und Bundeskanzlerin Merkel zu uns sprechen. Ich freue mich auf angeregte Diskussionen. Mein Wunsch ist, dass wir diese Zeit nutzen, um im vertraulichen Rahmen zu diskutieren, voneinander zu lernen und offen über die Herausforderungen nachzudenken. Zunächst aber möchte ich Ministerin Hakima El Haite für die zukünftige Präsidentschaft und danach Ministerin Ségolène Royal als aktuelle COP-Präsidentin bitten, ein paar Worte an uns zu richten. Vielen Dank. Hakima, the floor is yours. Madame la ministre de l'Environnement de l'Allemagne et chers collègues, Madame la secrétaire exécutive des Nations Unies, chère Christiana, Madame la présidente de la COP21, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, c'est avec joie que je m'adresse à vous en tant que présidence marocaine COP22 et en co-chair de ce dialogue de Pétersbourg, lequel dialogue nous a habitués chaque année depuis Copenhague à recadrer une feuille de route et à avoir des discussions franches et des discussions constructives. Et je n'aimerais pas nullement préempter sur les résultats d'aujourd'hui, mais je suppose que nous allons en fin de ce dialogue
avoir une plus grande visibilité pour la COP22. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année 2015 a été chargée en travail et en émotions. Nous avons réalisé ce que nous n'avons pas pensé possible par l'accord de Paris. L'année 2015 a connu l'agenda de Sendai, l'année 2015 a connu l'agenda de développement de Addis Ababa, 2015 nous avons adopté les SDGs et 2015 a été couronné par l'accord de Paris. Nous avons fait mieux en allant à New York ratifier l'accord et nous sommes en train aujourd'hui, pour signer l'accord, et aujourd'hui nous sommes devant une urgence, à savoir celle de faire en sorte que nous ratifions cet accord, que nous adressons un message politique très fort à la communauté internationale pour montrer que l'accord de Paris est une réalité et pour montrer que l'accord de Paris est en train déjà de remplir ses promesses. Je voudrais également attirer votre attention que l'accord de Paris, la ratification de l'accord de Paris donne un message fort également sur la nécessité des pays à se mobiliser pour préparer des stratégies de long terme intégrant les NDC. Dorénavant, les NDC devraient être une déclinaison des politiques publiques budgétisées, intégrées dans toutes les politiques publiques des pays, budgétisées avec un plan d'investissement de moyen court et long terme pour donner plus de visibilité au secteur privé qui devient aujourd'hui, de par l'accord de Paris, un acteur incontournable au niveau de l'agenda de l'action. L'accord de Paris nous a donné deux piliers extrêmement importants. Le premier, c'est les NDC qui témoignent de l'engagement des pays, les NDC qui peuvent innover en intégrant les actions des pays, les NDC que l'on peut réfléchir dans tous les domaines où on peut intégrer toutes les actions concernant le transport, l'agriculture, les énergies renouvelables, etc. et qui peuvent agréger les résultats des efforts qui sont faits au niveau de l'agenda de l'action. L'accord de Paris également, l'adoption des NDC nous interpelle sur les mécanismes de transparence. On ne peut pas ne pas enclencher le travail sur les mécanismes de transparence qui viendraient cristalliser les efforts des pays au niveau de la mise en œuvre des NDC. Et quand on parle NDC et plan d'investissement, nous pensons obligatoirement à la feuille de route de financement et c'est pour ça que les attentes au niveau de Marrakech sont très grandes. C'est vrai que l'esprit de Paris est très fort et qu'il reste très fort, mais les attentes des pays les plus vulnérables sont très fortes au niveau de Marrakech et c'est pour ça que la présidence marocaine a déployé sa feuille de route en insistant sur la nécessité, de développer l'agenda pré-2020, lequel agenda nous interpelle pour la ratification de l'amendement de Kyoto, pour éventuellement la ratification du protocole de Montréal qui permettrait un impact significatif sur la diminution des gaz à effet de serre de courte durée de vie. Également sur l'élargissement des initiatives et l'agenda de l'action, et nous venons de tenir au Maroc le premier sommet des coalitions pour pouvoir augmenter les ambitions, créer un cadre de gouvernance de ces coalitions, faire le lien avec les NDCs, faire le lien avec les objectifs de développement durable et pouvoir instruire et construire un mécanisme de suivi de leurs initiatives, pouvoir également construire un mécanisme de participation de l'État pour le renforcement de ces initiatives, d'où l'intérêt de l'intégration de ces initiatives dans le cadre de partenariats publics-privés dans les indices des pays. Et c'est ce que nous avons fait au Maroc et c'est ça qui nous a permis au Maroc d'aller très loin grâce à des coopérations triangulaires, notamment grâce au soutien de l'Allemagne au niveau des énergies renouvelables. La feuille de route marocaine est axée également sur l'agenda de l'adaptation. Il est primordial que nous arrivons à Marrakech avec une réponse concrète aux pays qui vont être là, aux pays les plus vulnérables qui souffrent des changements climatiques, avec des actions et des propositions d'outcome tangibles,
pour que l'adaptation devienne une réalité au niveau des plans d'action et au niveau également des indices des pays. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes revenus de Paris avec un objectif qui est chiffré, mais nous sommes revenus de Paris pleins d'espoir et solidaires, et nous avons pu réhabiliter la confiance que nous avons perdue durant les négociations. Aujourd'hui, nous partons à Marrakech, et Marrakech se pointe à l'horizon, et nous avons une grande responsabilité pour faire de Marrakech un succès, pour cultiver la solidarité et maintenir la confiance qui a été créée à Paris. Et cette confiance ne peut être maintenue qu'en faisant la jonction de l'agenda du climat et de celui du développement durable. Parce qu'en fait, nous militons tous pour que la dignité humaine soit retrouvée et pour que nos populations puissent vivre dans une planète digne de ce nom. Donc je voudrais finir en vous disant merci et en vous disant que le Maroc est prêt à vous recevoir, non seulement sur un plan logistique, mais aussi sur un plan d'initiative et d'exemple, que ce soit sur le plan des énergies renouvelables, et vous connaissez nos réalisations, la réalisation de la station de Ouarzazate, que ce soit sur le plan des politiques d'efficacité énergétique, des politiques des déchets que nous menons en partenariat avec la coopération allemande, de politiques agricoles également. Donc nous nous préparons pour vous recevoir et donner l'exemple. Nos indices sont prêtes. Nous avons déjà augmenté nos ambitions depuis l'année dernière. Nous sommes passés à 34% de diminution de gaz à effet de serre, et nos indices seraient enregistrés dans le registre de la Convention fin juillet. Et je vous invite à faire la même chose, parce qu'il y va d'un mécanisme de transparence qu'on peut amorcer demain. Merci, mesdames et messieurs. Hakima, I'm grateful to you for sharing your thoughts at the start of today's sessions. I am delighted that the COP President, Minister Royal, also agreed to say a few words to get the dialogue started. Ségolène, the floor is yours. Merci beaucoup, Madame la Ministre, chère Barbara. Bonjour à tous et à toutes. Chère Hakima, merci pour ces mots, pour cet engagement si fort pour la réussite de Marrakech. Je voudrais saluer aussi David Nabarro, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, la secrétaire générale de la CNUC, monsieur le commissaire européen également, et puis bien évidemment vous tous et vous toutes rassemblés en ce moment si important. Pourquoi est-ce que c'est un moment important? C'est parce que nous sommes à mi-parcours de la route entre Paris et Marrakech. Nous avons vécu ensemble un moment historique très important, et laissez-moi une nouvelle fois, au nom du président de la République française, remercier vos chefs d'État et de gouvernement pour le rôle crucial que chacun a pu jouer dans la réussite de l'accord de Paris. Et d'ailleurs, le dialogue de Petersberg a été un apport essentiel pour la réussite de l'accord de Paris. Il ne s'est pas fait en 15 jours, cet accord, il s'est fait en plusieurs années. Et ce dialogue qui a été créé par la chancelière allemande, que je voudrais ici saluer, d'ailleurs à Paris aujourd'hui, ce dialogue a été justement créé après l'échec de la conférence de Copenhague. Donc je crois que l'on peut dire vraiment très sincèrement que ces travaux qui ont eu lieu tous les ans après l'échec de la conférence de Copenhague ont posé des jalons très importants pour la réussite de l'accord de Paris. Je voudrais aujourd'hui vous délivrer 3 messages. Et la préoccupation qui est la mienne, les efforts qui sont les miens en tant que présidente de la COP 21, c'est d'abord accélérer les ratifications. Vous le savez, parce que chaque fois que je vous croise les uns et les autres, je vous dis alors, c'est quand la date de la ratification? Et donc cet effort-là, il est très important parce que nous devons arriver à Marrakech qui est la COP de l'action, en ayant déjà l'accord de Paris en application. Alors c'est un défi très important, mais je crois que nous sommes capables de le relever tous ensemble. C'est un défi parce qu'il faut 55 pays représentant 55%
des émissions de gaz à effet de serre et aujourd'hui 18 pays ont déposé leurs instruments de ratification. Il faut donc encore un effort et je sais que la plupart des pays, des chefs d'État et de gouvernement ont annoncé leur intention de ratifier. Il faut donc tenir bon, c'est un effort quotidien de rappel des échéances parce qu'il y a parfois des échéances compliquées, d'autres qui sont plus simples. En tout cas, je me réjouis que l'Allemagne, par la voix de Barbara, ait annoncé hier que le projet de loi de ratification va passer mercredi, je crois, en Conseil des ministres, puis au Parlement. La France a voulu donner l'exemple parce que nous avons cette responsabilité, ce devoir, en ayant été le pays hôte de la COP21. Nous avons donc promulgué la loi signée par le président de la République, par moi-même, par le ministre des Affaires étrangères, le 9 juin dernier. En Europe, la Hongrie également a ratifié. Je sais que le commissaire Cañete ne ménage pas ses efforts pour que l'ensemble des 28 pays, c'est une procédure complexe, mais nous avons là aussi le devoir de réussir à ratifier avant la conférence de Marrakech. Pourquoi? Parce que la COP21 s'est tenue bien sûr à Paris. Elle s'est donc tenue en Europe. Et je considère que l'Europe doit faire son devoir et doit réussir à ratifier avant la conférence de Marrakech. Le Parlement européen a déjà inscrit le projet de loi de ratification au mois d'octobre et donc le Conseil européen qui suivra cette séquence du Parlement européen devrait pouvoir se positionner avant la conférence de Marrakech. Parce que vous le savez, nous devons à la fois déposer les instruments de ratification au niveau de l'Union et au niveau de chacun des pays de l'Union. Comme nous avons des modèles énergétiques assez différents, il faut bien le dire, c'est donc tout un effort aussi et nous avançons également grâce au travail de la Commission et du Conseil sur la répartition des efforts puisque courant juillet, nous aurons les propositions sur la répartition des efforts entre les 28 pays. Et puis bien évidemment, la COP22 est une COP africaine. Donc il est aussi très important que les pays africains, et je sais que c'est leur volonté, puissent avancer sur le processus de ratification. Je sais aussi que les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Inde ont annoncé leur ratification et beaucoup d'États d'Amérique latine également. Le président de la République recevait il y a quelques jours le président de l'Argentine qui nous confirmait aussi sa volonté de ratifier. Donc voilà, chaque fois qu'il y a une réunion du G7, du G20 et des réunions bilatérales entre le président de la République française, responsable de la COP21, et ses homologues à l'échelle planétaire, à chaque fois, nous posons la question de la date de la ratification. Parce que les peuples du monde entier qui nous regardent, si nous transformons la signature, 178 États à ce jour ont signé l'accord de Paris, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais il faut passer des discours aux actes, et le premier de ces actes, c'est la ratification. Le second, bien évidemment, c'est l'agenda de l'action. Un travail considérable a été fait, non seulement pendant la conférence de Paris, où plus d'une centaine d'événements ont déroulé l'agenda de l'action, mais aussi ces agendas de l'action et ces coalitions, ces 70 coalitions qui sont en train de monter en puissance jusqu'à Marrakech. Et puis, dans chacun de nos pays, il y a aussi un travail considérable qui est fait par la société civile, par les entreprises, par les territoires également. Donc cette convergence à la fois dans chaque pays, dans chaque continent et à l'échelle planétaire dans le cadre du passage de la COP21 à la COP22 est également un élément clé. Je ne rappellerai pas ici, bien évidemment, l'ensemble des 70 coalitions organisées autour des 12 thématiques, mais nous continuons à les faire avancer activement à travers le monde. Je ne rappellerai pas, parce que vous les connaissez, les grandes coalitions structurées par les chefs d'État eux-mêmes lors de la conférence de Paris, la grande coalition solaire, la mission innovation, qui ambitionne de doubler les financements dans la recherche-développement, la mission sur le prix du carbone, je vais y revenir, et puis bien évidemment l'initiative pour les énergies renouvelables, sur lesquelles, là aussi, des décisions ont été prises à Paris. Et je veille
tout particulièrement à ce qu'elle soit mise en application en liaison avec l'Égypte et notre collègue Khaled Farmi et en liaison bien évidemment avec la Banque africaine de développement. Une première liste de projets, comme je m'y étais engagée, qui fédère à la fois l'ensemble des propositions des pays africains dans lesquels je me suis rendue, une douzaine de pays. Je continuerai cette tournée africaine début août pour pouvoir mettre sur la table une liste de projets opérationnels qui pourront se voir financés non seulement par le fonds des 10 milliards de dollars qui ont été décidés pendant la COP21, mais aussi les fonds européens pour lesquels j'ai rencontré le président de la Commission européenne qui a décidé de simplifier l'engagement de ces fonds. Plus toutes les actions bilatérales, bien évidemment, et plus l'articulation avec la coalition solaire, qui est une coopération sud-sud qui vient rendre aussi de la cohérence avec un objectif de baisse des prix des énergies renouvelables grâce à des appels d'offres conjoints entre les différents pays qui veulent accéder à cette diversité des énergies renouvelables. Ce travail sur lequel je me suis engagée donc, sera diffusé à l'ensemble des chefs d'État africains et à l'ensemble de ceux qui sont entrés dans cette coalition sur l'initiative des énergies renouvelables par un courrier conjoint entre le président de la République française, qui réunira d'ailleurs un nouveau sommet africain pendant l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre, pour tirer les leçons et faire le bilan de cet engagement. Il est en effet très important que d'une COP21 à l'autre, à la COP22, nous puissions apporter des preuves de la réalisation opérationnelle de ce qui a été dit. C'est une question de crédibilité de la parole politique. C'est une question de crédibilité sur les discours et les décisions qui ont été prises. Et si l'on voit en effet une liste de projets qui commence à être financés entre la COP21 et la COP22, et si l'on voit dans chacune des 70 coalitions, et c'est le cas, moi je suis très optimiste parce que je vois le travail qui n'est pas forcément visible, mais qui est vraiment en mouvement dans ces coalitions, eh bien je crois que là nous aurons donné une image au reste du monde que la parole politique, que la parole institutionnelle se transforme en action. Enfin, pour terminer, je voudrais rappeler aussi l'importance de la coalition sur le prix du carbone. Parce que ça, c'est une façon aussi de passer concrètement des discours aux actes. Il faut avoir du courage pour mettre un prix du carbone, ce n'est pas évident. Et pourtant, ça y est, cette coalition également monte en puissance, à la fois dans les business dialogues, dans les finance dialogues, dans cette coalition entre les pays qui ont adhéré à cet objectif qui consiste à mettre un prix du carbone, les entreprises qui se mettent un prix du carbone, les fonds d'investissement qui s'engagent dans la finance verte. Et il est clair, il est évident que d'ailleurs sous toutes les latitudes, cette dynamique sur la tarification au carbone est celle qui change la donne parce que c'est celle qui rend productive les investissements dans l'économie verte. Je souhaite conclure en saluant tout le travail mené par Christiana Figueres, qui est pour quelques heures encore secrétaire exécutive de notre convention. Souhaiter la bienvenue à l'ambassadrice ancienne présidente de la COP, Patricia Espinosa, qui a déjà commencé son travail. Elle est venue à Paris. Nous avons déjà activement balayé l'ensemble des sujets. Je sais qu'elle va reprendre ce flambeau avec beaucoup de dynamisme et d'efficacité. Et je voudrais une nouvelle fois vous remercier, chère Barbara, de l'initiative que vous prenez ici en nous rassemblant tous. Et une nouvelle fois également vous remercier tous infiniment pour la contribution à la réussite de l'accord de Paris. Merci beaucoup.